On retourne dans le centre du Texas où plus de 110 personnes sont mortes après des inondations dévastatrices. Les recherches se poursuivent pour retrouver plus de 170 disparus. Soyons honnêtes, après 5 jours, là, on n'a plus beaucoup d'espoir. C'est une région qui est habituée à ces phénomènes extrêmes. Mais pourtant, c'est l'une des crues les plus meurtrières de l'histoire moderne des États-Unis. Avec tout l'équipement et la science dont on dispose, bien, la question se pose. Valérie Bottler, reporter spécialisée en environnement, est avec nous pour en parler. Effectivement, bonjour. Bonjour. On est dans une région des montagnes. Il n'y a pas de neige là, dans cette région-là, non, probablement pas. Mais il y a des pluies abondantes. Alors, comment se fait-il? Là? C'est très propice à des crues spontanées comme ça. Oui, au point où elle a cette réputation-là, on l'a baptisée la Flash Flood Alley. Donc, en français, on peut traduire l'allée des crues comme on dit pour les tornades, là. Hein? Oui, exactement. Si vous êtes visuel, c'est un corridor qui vient un peu découper le Texas en deux. Donc, il traverse, qui s'étend au sud de Dallas. Il y a une petite courbe qui s'en va vers Austin jusqu'à la frontière avec le Mexique. Et depuis à peu près 60 ans, au Texas, il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes dans des inondations, en grande partie dans ce corridor-là. Ce qui fait que le Texas, c'est l'État où on a le plus de victimes des inondations, plus que partout ailleurs aux États-Unis. Et justement, les inondations, la semaine dernière, elles se sont déroulées dans ce corridor, dans cette Flash Flood Alley, et plus particulièrement dans une région centrale qui s'appelle Texas Hill Country. Et déjà, il y a deux éléments qu'on peut remarquer ici, deux pistes. La première, comme son nom le dit, Texas Hill Country, c'est très vallonné, vous l'avez dit, c'est des montagnes, des formations rocheuses, escarpées. Donc, naturellement, quand la pluie tombe, elle s'écoule plus rapidement en contrebas. C'est vertical. Et le deuxième élément, ce qu'on observe, c'est que le sol, c'est un sol qui est composé beaucoup de calcaire. C'est un sol qui n'est pas très profond, qui est assez aride. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est un sol qui ne peut pas absorber des grandes quantités d'eau. C'est ça. Ça semble... Alors, maintenant qu'on sait tout ça, puis qu'il y a les conditions météo, qu'est-ce qu'on a observé? Est-ce qu'on a encore tiré de nouvelles conclusions? À ce moment-là, en fait, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, l'air est particulièrement humide dans cette région-là. Puis pour comprendre ça, il faut un peu élargir la carte, puis regarder ce qui est en train de se passer à peu près quelques centaines de kilomètres au sud-est, dans le golfe du Mexique. Le golfe du Mexique, imaginez-vous ça comme une grosse baignoire d'eau chaude. Il fait toujours plus chaud dans le golfe du Mexique, et là, avec les changements climatiques, il fait de plus en plus chaud. Et quand il fait chaud, on le sait, l'eau s'évapore. Donc, il y a un courant d'air chaud chargé d'humidité qui a été soufflé par les vents du Golfe vers l'intérieur des terres jusqu'au centre du Texas. Il faut savoir que l'air, quand il est très humide, on dit de lui qu'il est instable. Pourquoi? Parce qu'il est moins dense. Donc, imaginez-vous, il peut flotter davantage. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il part du niveau de la mer et il va suivre le relief du paysage. Plus il s'enfonce dans les montagnes, plus il s'élève. Et quand il s'élève, il se refroidit, il se condense en nuages. Et c'est comme ça. C'est un effet de mur, hein, sur les montagnes, je peux dire, mais un peu, ça se vous imaginez les orages qui se forment, ce sont ça les orages qui sont propices aux pluies torrentielles. Et vraiment, si vous prenez tous ces éléments-là, dites-vous qu'en plus de ça, la semaine dernière, au Texas, le taux d'humidité, il était pas loin d'atteindre un record historique pour le mois de juillet. Donc, avec toutes ces conditions-là réunies, les climatologues, ils disent qu'on était vraiment là, en ligne pour avoir le pire scénario, et c'est ce qui s'est produit. Mais ça semble être... Les Américains, là aussi, sont très bons. Je pense aux tornades avec leur Doppler. Là, ils peuvent pratiquement suivre d'un coin de rue à l'autre où est la rafale. Mais c'est très localisé, puis on se demande pourquoi là, puis pas la vallée d'à côté. Oui, bien, c'est ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le système qui s'est formé, imaginez-vous, comme les orages se sont mis à rester au-dessus de la même région et les vents n'étaient pas très forts. Donc, la tempête, elle se déplaçait très lentement, ce qui donne amplement le temps à toute cette eau de se déverser. Là, c'est un mur d'eau carrément qui est tombé de façon très violente, très soudaine. On parle d'à peu près 5 à 10 cm par heure selon les régions. Donc, en peu de temps, la pluie, quand l'eau, elle a nulle part où aller, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va dans les cours d'eau et ces cours d'eau débordent. Vous avez vu les images tout à fait spectaculaires du fleuve Guadalupe. Au plus fort, on dit son niveau a passé à peu près 11 mètres. C'est énorme. 11 mètres. Et surtout, bien, ça complique la tâche au secours, naturellement, d'autant plus qu'on sait que les alertes météo, bien qu'elles aient été envoyées, malheureusement, elles ne se sont pas rendues à tout le monde à temps. Ce qui fait dire, en fait, aux élus qu'il faut moderniser, améliorer le système d'alerte. Mais au-delà de ça, Marc-André, je vous dirais que l'adaptation, donc
comment on apprend à vivre avec le risque d'inondation, c'est ça. La clé, c'est la voie incontournable selon les climatologues parce que la fréquence et l'intensité de ces fortes pluies depuis les années 50, les experts du climat nous le disent, ça ne fait qu'augmenter. Donc, si on n'arrive pas à en faire suffisamment pour limiter le réchauffement de la planète, on le sait, ces phénomènes-là extrêmes vont se reproduire de plus en plus souvent. Puis il faut boiser aussi vite quand ça arrive, hein, parce que c'est le Nouveau-Mexique, entre autres, où il y a eu des incendies, puis on a perdu de l'aide, de l'aide naturelle qui aurait pu absorber cette eau-là. La sécheresse, cette dense végétation disparaît, il ne peut plus nous donner un coup de main. C'est phénomène. Ça s'explique, mais c'est quand même phénoménal d'entendre ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.